Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel dédié aux PME pour découvrir des solutions numériques suisses. J'ai le grand plaisir de recevoir François Rodriguez, CCO de Realtime, et Marina Vetet, spécialiste produit de la solution également Realtime. Alors, vous allez nous présenter votre solution qui est une suite d'outils collaboratifs pour sécuriser et assurer une confidentialité de la communication dans l'entreprise. Vous allez nous présenter tout ça. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Je rappelle juste à nos téléspectateurs ou nos spectateurs que vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat YouTube et je me ferai un grand plaisir de les retranscrire durant ce live. On aura 30 minutes de tech démo et 30 minutes de questions-réponses. C'est à vous. Merci. Donc, je vais déjà commencer par présenter pour qui on travaille. Donc, la société Realtime a été fondée en 2007 avec justement la mission d'amener la souveraineté des données lors des échanges au niveau des plateformes de communication. Et puis, l'histoire a démarré avec le chiffrement de la voix pour l'armée suisse. Et puis depuis, on s'est développé, on a exporté à plus de 60 gros déploiements à travers le monde, on s'est beaucoup développé à l'étranger. Et puis, avec l'avènement du cloud, on essaye d'amener aujourd'hui cette souveraineté des données à des plus petites structures, des entreprises, des PME qui ont justement besoin de maintenir leur opération en cas de cyberattaque. On a été reconnu pour nos évolutions par des grands acteurs et analystes comme Gartner, Forrester ou PwC. Et puis, l'idée, c'est de répondre au problème principal lorsqu'on est en problème de crise. Donc, en situation de crise, lorsque les systèmes de communication étaient perturbés, le premier vecteur d'attaque, c'est l'email. Très souvent, les emails internes sont justement utilisés pour amener des logiciels de ransomware et paralyser les communications d'entreprise. Ensuite, celles-ci sont confrontées à des problèmes de régulation parce qu'elles n'ont pas protégé les données. Et puis, à travers le cloud, on a l'exposition de toutes ces données et tous ces problèmes de confidentialité qui sont exposés à différents serveurs, à différents réseaux. Donc nous, notre problématique, on l'a pris à contre-pied et on amène justement cette solution pour répondre à ces trois problématiques-là. La première, c'est justement protéger l'identité des utilisateurs, chiffrer la partie communication de bout en bout pour protéger justement les données qui sont utilisées, et éviter que la pénétration de l'entreprise se fasse par justement des différentes brèches qui sont par exemple le cloud, qui sont l'exposition à certains réseaux pas sécurisés, pour amener justement cette fortification au niveau de l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'assurer la continuité en termes de cyberattaque pour les PME et les petites structures. C'est l'idée de ce talk ici aujourd'hui. Et d'amener justement cette forteresse pour fortifier les échanges en interne, les éviter de les exposer à l'externe et avoir justement la régulation spécifique à chaque entreprise qui est respectée pour la protection des données. Ça, c'est notre mission. Ensuite, on a un portefeuille relativement simple. On a structuré nos offres par rapport à nos différents segments. Donc on a trois segments principaux. On a les gouvernements, qui est notre cœur de métier. On a démarré par les organisations de défense, qui ont justement un régime de sécurité très élevé, déployé on-premise, des intégrations spécifiques au niveau des réseaux, des fois pas du tout exposées à l'Internet. On a des entreprises qui nous demandent aussi de faire des intégrations spécifiques vers des systèmes ouverts qui doivent amener justement l'intégration vers des ERP, vers des systèmes de communication de l'Infix par exemple, vers un Com Manager ou les intégrations vers des systèmes de protection des données sur les mobiles comme des MDM, des UM. Ensuite, on a une offre relativement simple qui est justement pour les professionnels qui demande très très peu d'intégration au niveau de l'IT. Donc c'est une offre clé en main afin de répondre justement à cette problématique de petites structures qui n'a pas d'IT. Je passe la main à Marina qui va vous exposer justement l'outil plus en détail avec les composants principaux de cette offre. C'est parfait, merci beaucoup. En fait, je commence ma présentation avec trois composants de notre solution qui est en fait sous contrôle de nos clients.
Le premier, c'est logiciel applicatif ou notre application Real-Time qui est disponible pour les appareils mobiles et aussi sur un desktop. Deuxième partie et composant, c'est en fait notre console de gestion parce qu'effectivement, si on a les applications, on a les utilisateurs, il faut le gérer. Et le troisième composant, c'est en fait hébergement du système. Si on peut parler un peu plus de l'application, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il n'y a pas d'information qui est stockée dans l'application, quelque part sur le serveur. Tout ce qui se passe chez Real-Time reste à Real-Time, n'est-ce pas? Ça veut dire que toute l'information que les utilisateurs ils partagent, il reste dans l'application. En fait, si on parle de console de gestion, c'est vraiment pour contrôler qui peut utiliser l'application, qui en a envie, comment on structure en fait nos cercles, nos départements, etc. Et après, hébergement du système, on va parler un peu plus tard aussi, un peu en détail, parce que c'est une question assez large. Mais ici, je vais passer au petit cas d'utilisation. Qui utilise Real-Time? Pour qui c'était fait? En fait, avec l'expérience, on a défini 3 profils majeurs, si on peut dire. Le premier, c'est les cadres de direction. En fait, on sait qu'ils traitent l'information le plus sensible. Oui, et malheureusement, ils sont toujours ciblés par les attaques. Et c'est pour ça, c'est important en fait de sauvegarder leur identité. Le deuxième profil, ça c'est les équipes opérationnelles. En fait, ils envoient les emails, ils utilisent les téléphones mobiles aussi, ainsi que le desktop. Et en fait, ils sont aussi ciblés par les attaques. Surtout maintenant, ça devient plus en plus sophistiqué, les attaques par email. Et nous, en proposons aussi le remplacement pour eux, remplacement des emails. Et surtout aussi, le troisième profil de nos utilisateurs, en fait, c'est étonnant, mais parfois, ils sont un peu mis à côté. Ça, c'est les agents de terrain. Parce que ça, c'est les collaborateurs qui ne sont pas forcément au bureau. Ils sont toujours avec leur téléphone mobile. Mais on oublie qu'eux, ils ont aussi besoin de solutions de confiance pour rester en contact avec le siège et avoir les conversations sécurisées. En fait, maintenant, je vais passer au petit démo de notre solution. Je vais juste partager mon écran et on va passer... C'est parti. En fait, tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer notre concept de cercle. C'est quoi les cercles? Les cercles, c'est en fait les répertoires de vos contacts, ou par exemple, si on prend l'exemple de l'entreprise, ça peut être vos départements. Oui, et dans chaque département, on a les employés, n'est-ce pas? Alors, avec Real-Time, vous pouvez vraiment définir les cercles différents par exemple, par le département, ou si vous avez les utilisateurs externes, les contacts externes, par exemple vos partenaires, ou avec qui vous voulez communiquer en toute confiance et aussi en toute sécurité. En fait, ici, vous voyez les listes de contacts. Qu'est-ce qu'il y a aussi nouveau et un peu fraîche, si on peut dire, dans Real-Time, c'est les publications. En fait, par cercle, vous pouvez diffuser l'information à tous vos contacts, à tous vos employés. Dans mon cas, ici, j'ai un cercle de commercial team. C'est ça. En fait, c'est moi qui fais le plus de posts possible là-dedans. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, moi, je diffuse l'information à mes collègues. Par exemple, qu'il y aura une nouvelle présentation qu'ils peuvent utiliser, etc. Et comment les entreprises peuvent utiliser cette fonctionnalité? C'est publier les annonces, annoncer les nouveautés ou par exemple les changements dans l'entreprise, etc. Surtout aussi un très intéressant comme un cas d'utilisation pour les agents de terrain.
On a aussi un client qui utilise ça pour les agents de sécurité. S'il y a, par exemple, un souci sur site, il peut envoyer les alertes et en fait prévenir les équipes qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a aussi les fonctionnalités de messagerie. Il y a la possibilité d'avoir les salles de discussion. Qu'est-ce qu'il y a aussi important que dans les salles de discussion, il y a la possibilité de partager les fichiers. Par exemple, je vais juste faire ça. Et comme les protections aussi de confidentialité et surtout l'information qu'on partage les fichiers, il y a les utilisateurs, ils ont la possibilité de mettre les droits de fichier. Est-ce que le fichier peut être réexpédié ou téléchargé? En fait, c'est ça qui est utilisé, cette fonctionnalité qui est utilisée assez souvent par les dirigeants, oui, ou chefs des départements, parce que comme ils aussi partagent beaucoup d'informations sensibles, il aimerait bien que l'information y reste, n'est-ce pas? Après, il y a aussi les fonctionnalités très utiles. Par exemple, on peut définir la durée de message en disant qu'on peut mettre, par exemple, 1 minute. Je vais envoyer un petit message. Et voilà, et c'est parti. Et dans 1 minute, en fait, le message, ça sera détruit automatiquement. C'est très pratique. En fait, c'est très pratique si on partage l'information super sensible. Après, il y a toujours les appels. Oui, c'est ça, quand on parle aussi des équipes opérationnelles, n'est-ce pas? Eux, ils font beaucoup des appels, vidéoconférences, etc. Alors, il y a la possibilité de lancer les appels. On va aussi regarder les fichiers. En fait, dans l'application, on a un stockage sécurisé de tous les documents qu'on partage. Oui. Encore une fois, tout ce qu'on partage dans l'application, il reste dans l'application. Alors, c'est ça qui est important de savoir qu'il n'y a pas de traces ou stockage quelque part sur un serveur. Oui, ça reste que dans l'application. Et c'est ça, je pense, que la force de Real-Time aussi, parce qu'avec les solutions, si on compare les solutions, par exemple, des emails, etc., il y a toujours une trace quelque part. Ici, il y a surtout des copies, en fait. C'est des copies. D'accord. Chaque fichier échangé, chaque conversation, il y a toujours une réplication du contenu qui est fait sur les serveurs. Et si on met ça en exergue par rapport à des WhatsApp ou à des serveurs mail, de plus en plus les entreprises vont faire levier sur ces données pour des exploitations tierces. Par exemple, sur WhatsApp, Meta va justement exploiter les données pour cibler leur publicité. Avec l'IA, par exemple, Microsoft va faire des leviers sur justement les échanges internes des entreprises pour nourrir leur IA. D'accord ? Donc, notre approche vis-à-vis de la privacité des données, c'est-à-dire que rien n'est partagé à l'externe, ça reste à l'intérieur de l'application et comme on a expliqué, c'est chiffré de bout en bout. Donc, votre information reste sur les terminaux et uniquement sur les terminaux qui sont autorisés. Donc, on va voir après la partie serveur, mais rien n'est stocké sur les serveurs en fait. Exactement. Et je pense que ça, c'est une très bonne aussi transition par rapport à tous les fonctionnalités de sécurité, le paramètre qu'on a dans l'application. On va voir ça dans le console, mais je vais juste faire un petit aperçu. En fait, c'est quoi, qu'est-ce que les utilisateurs ils peuvent changer ou modifier au niveau des paramètres dans l'application déjà. Par exemple, très important, quand on a parlé en fait d'un profil qu'on a, ça c'est les chefs d'entreprise qui sont souvent ciblés par les attaques. En fait, dans Real-Time, dans l'application, comme vous voyez ici, ça c'est mon profil. Moi, vous ne voyez pas mon numéro de téléphone ou mon email. Ici, j'ai que l'identifiant.
moi, comme un utilisateur, que je peux partager avec un autre utilisateur. Comme ça, on peut se retrouver ensemble, en fait, et commencer à communiquer. Et c'est ça qui est très important parce qu'en fait, on ne garde pas aussi l'information sensible et privée des utilisateurs. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là, c'est qu'on peut l'étendre à la synchronisation avec des directoires centralisés des entreprises. Par exemple, un LDAP, qui est le directoire des employés, on peut le synchroniser avec ça. Donc, l'identifiant interne va être utilisé pour se connecter. On a poussé l'expérience encore plus loin avec certains gouvernements qui ont des identités digitales. Ce qu'on a refusé en Suisse par votation. Donc, dans certains gouvernements, par exemple en Arabie Saoudite, on a intégré avec leur EID local, donc leur identité digitale, et eux se connectent avec cet identifiant-là. Donc, on sait que la personne qui est à l'intérieur de l'application, c'est la bonne personne, parce que c'est corrélé à leur identifiant national. Exactement. Après, on a déjà parlé un peu des appareils. Oui. Ici, je vous montre que, par exemple, moi, j'ai 2 appareils actifs. Il y a un appareil qui n'est pas activé pour l'instant, mais maintenant, chaque utilisateur, il peut avoir jusqu'à 5 appareils actifs. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui utilisent 5 appareils, mais voilà, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui est aussi important, c'est que, par exemple, au niveau des sécurités, les utilisateurs, ils peuvent aussi définir la rétention des données, par exemple, garder ça pour un jour ou centaines de jours, etc. Aussi, cette fonctionnalité-là, il est aussi configurable dans le console. Et en fait, les administrateurs, ils peuvent dire que voilà, tous les utilisateurs, ils peuvent garder, par exemple, les données dans l'application pendant 100 jours. Et ça contribue justement à l'approche un peu responsable. C'est-à-dire que de plus en plus, on stocke des données qui sont inutiles et qui ne sont jamais utilisées. Oui. Donc là, on a justement cette approche durable en disant, voilà, essayez d'éliminer au maximum pour des problèmes de privacité et de sensibiliser justement aux cyberattaques. Moins on a de données exposées, plus on réduit la surface d'attaque. Donc là, vous allez justement optimiser le stockage, mais aussi réduire la surface. Parfait, merci beaucoup. En fait, je pense que c'est un bon moment pour passer vraiment sur un console de gestion parce que c'est ça où on a plus de fonctionnalités. En fait, avant de dire quoi que ce soit par rapport aux consoles de gestion, il faut dire qu'on a beaucoup de paramètres de sécurité qui peuvent être configurés. Mais les premières choses qu'on dit aussi à nos clients qui commencent d'utiliser la solution, il faut avoir en fait l'équilibre entre les sécurités, parce qu'on peut tout restricter, on peut dire que les utilisateurs ne peuvent rien faire, et aussi garder l'utilité de l'application. En fait, effectivement, il faut mettre un peu les barrières en disant que voilà, ça, vous pouvez faire, mais il faut aussi laisser les utilisateurs se sentir confortables. Et ça, c'est souvent, on va dire, la problématique entre l'IT qui veut tout restreindre et les utilisateurs qui veulent une application complètement ouverte. Donc Exactement. Là, on a vraiment cet équilibre-là. On peut beaucoup paramétrer de choses. On va vous montrer ça en détail. Oui, on ne va pas passer par... je ne vais pas... Malheureusement, on a vraiment un peu limité... voilà. C'est pas grave. C'est juste que, voilà, c'était un time-out. On parle de sécurité. Problème de sécurité, voilà. Voilà, c'était un time-out. Alors, je vais juste... Parfait. Alors, ici, vous voyez un double authentification qu'on a pour notre console. Voilà, c'est parti. En fait, les paramètres de sécurité, il y a beaucoup. Et en fait, les utilisateurs, les gestionnaires des communautés qui commencent vraiment aussi utiliser real-time, ils peuvent vraiment matcher tous les paramètres de sécurité qu'ils ont déjà dans l'entreprise interne pour real-time. Et c'est ça qui est aussi important en disant que voilà, vous avez déjà une structure aussi des policies de sécurité qui est établie. Si vous commencez d'utiliser real-time, vous pouvez vraiment
implémenter la même chose. Et c'est ça qui est aussi important. En fait, il y a beaucoup. Il y a les permissions, par exemple, de communication. Est-ce que les utilisateurs ils peuvent créer les cercles ou pas? Et, par exemple, est-ce que les utilisateurs ils peuvent inviter quelqu'un? Parce que Real-Time, ce n'est pas que l'application pour les communications internes. C'est aussi pour les externes. Alors là, il y a, voilà, les gestionnaires, ils peuvent dire que voilà, les utilisateurs, ils peuvent quand même inviter les utilisateurs, les autres, les partenaires, etc., pour le communiquer. Plusieurs, par exemple, comme on a discuté les paramètres de rétention des données, est-ce qu'on conserve les données toujours ou on peut mettre, par exemple, 30 jours. Maintenant, dans notre communauté de real-time, on a 30 jours. Par défaut. Voilà, par défaut. Effectivement, les utilisateurs, comme vous voyez ici, ils peuvent modifier au cas où si c'est nécessaire. Mais on pense que vraiment 30 jours, c'est plus que suffisant. Et après, toutes les exigences par rapport au code de sécurité, etc., tout ça, c'est configurable dans la solution. C'est aussi intéressant parce que ça, je ne pense pas qu'on a parlé. On a parlé de messagerie, on a parlé des appels, mais aussi avec notre solution, il y a la possibilité d'envoyer les SMS sécurisés. C'est ça qu'on peut parfois, c'est un peu oublié parce qu'on me dit, bon, qui utilise les SMS maintenant? Ah, non. Il y a l'utilité surtout, encore une fois, pour les agents de terrain. Par exemple, si on parle de... J'ai oublié le mot en français. D'endroits où il y a peu de réseau. Voilà, non. Je veux dire border control. Voilà, mais j'ai oublié. Là, quand il n'y a pas trop de réseau, mais il faut quand même communiquer et partager l'information, c'est tout à fait possible d'envoyer les SMS sécurisés qui sera en fait accessible que si vous avez l'application. Voilà. Je pense qu'au niveau de console, comme vous voyez, encore une fois, il y a énormément de paramètres et surtout que les paramètres peuvent être modifiés par chaque utilisateur. On a regardé les paramètres en fait génériques et aussi par défaut pour tous les utilisateurs, mais parfois on a par exemple les gérants ou les managers qui ont besoin un peu plus de fonctionnalités. Alors on peut dire que pour certains profils des utilisateurs, on change un peu les paramètres de sécurité. On les rend plus flexibles ou plus restrictifs. Exactement. Ce qui est intéressant aussi de mettre en exergue, c'est que ça peut être spécifique à chaque terminal. C'est-à-dire que je peux avoir des paramètres sur mon mobile qui sont différents que sur mon laptop, où je peux changer à travers mes différents terminaux par rapport à mes besoins, en fait. Exactement. Jusqu'à 5. Il y a la flexibilité totale. C'est parfait. Alors, on va retourner. Nickel. Alors, on a déjà passé le console de gestion et hébergement du système. Ça, c'est un troisième en fait, composant qu'il nous reste. T'aimerais bien couvrir? Non, j'avoue. Ok. Les types de déploiement, il y a 3. Je ne sais pas, il me semble que chez Real-Time, on aime bien le par 3. Par 3, ouais. C'est facile. Je sais pas, c'est facile. 3 composants, 3 types de déploiement. Comme ça l'information se retient. Alors, hébergement sur site, on-prem, le système de haute disponibilité. C'est aussi possible par rapport aux différents clients aussi. Et c'est possible d'avoir, par exemple, réseau fermé. Oui, ça veut dire que, voilà, c'est pas exposé à Internet. J'ai que les mots en anglais. Il faut les dire en anglais, voilà, on les traduira. Ouais. C'est tellement gênant parfois, n'est-ce pas? Okay. Après, il y a le cloud privé. En fait, c'est aussi le système de haute disponibilité, mais dans le cloud, en fait, souverain. Donc là, le cloud peut être choisi par le client. S'il a déjà un hébergement cloud chez Azure, par exemple, il peut justement déployer la solution real-time dans son hébergement privé. Donc ça, c'est assez flexible, en fait. C'est très portable comme solution.
Et après la troisième. Et le troisième, service Suisse Cloud. C'est ça, un diamant si on parle de type de déploiement. En fait, c'est notre solution qui est hébergée ici, surtout en Suisse, et c'est aussi en lien avec notre offre pour les professionnels pro, qui s'appelle Real Time Pro. Ça veut dire que c'est vraiment une solution SaaS. C'est possible d'aller sur notre site web, après télécharger les applications pour le mobile ainsi que desktop. Voilà. Donc l'approche par rapport à l'optimisation des ressources sur les différents serveurs, on a vraiment cette approche de minimisation des données. Donc c'est vraiment réduire la taille par rapport à l'approche durabilité, mais aussi par rapport à l'exposition de ces données qui peuvent être faites justement sur les serveurs, parce que nous, on n'exploite rien. Donc comme on n'exploite rien, ça ne sert à rien de conserver des données inutiles. Et par rapport à ces serveurs, justement, l'approche, c'est d'intégrer la solution vers des systèmes tiers qui justement amènent plus de sécurité. Donc ça peut être des réseaux spécifiques que les clients peuvent avoir en place. Donc des LAN privés, des liens satellites, des réseaux LTE privés. Donc ça, c'est très pointu en termes d'intégration. Et après, on peut aussi envoyer des données sur des outils qui demandent justement une intégration des flux pour augmenter justement l'usabilité. Par exemple, un ERP ou un CRM qui peut être mis en place pour avoir justement des alertes ou des flux de données qui viennent au niveau applicatif directement sur son téléphone. Donc on peut faire plein de choses en mobilité. Et on a justement une approche de développement vers le futur qui est autour de cette marque qu'on a créée, Cyber for Good. Donc, c'est un programme qu'on a développé en partenariat avec l'ITU, donc l'Union des télécoms internationales. Donc, c'est une branche des Nations Unies, sur lequel on a justement 3 piliers aussi de nouveau, pour faire référence à 3. Donc, c'est justement l'évolution du produit qui prend en compte 3 règles essentielles, qui est justement la privacité des données, la cybersécurité qu'on va mettre autour, et surtout tout un programme de e-gouvernance qui se fait au niveau des gouvernements, pour servir non seulement les besoins des gouvernements spécifiques, mais aussi servir les citoyens à un moment donné. Donc on a de plus en plus d'initiatives qui vont vers des e-government programmes. Donc c'est la digitalisation, la transformation digitale des gouvernements qui va servir à servir les citoyens, mais aussi la protection interne des communications. Donc on a cette approche-là où on développe la solution en partenariat avec nos clients. Donc ça, c'est notre deuxième approche, c'est avoir justement une roadmap qui est construite avec nos clients. Donc les besoins de nos clients font l'évolution de notre produit. Okay. Et le troisième pilier, c'est cette approche durabilité où on a des transferts de connaissances qui sont très marqués dans certains pays parce qu'ils ont un gros besoin. Et on va développer justement une offre de formation en ligne qui sera disponible à travers l'ITU pour ces questions de privacité et de sauvegarde des données. Donc, comme je le disais, l'évolution du produit, on le fait basé sur les demandes de chaque client. Donc, on a un programme de développement en termes de fonctionnalités qui est basé sur les demandes de chaque client. Donc, on les catégorise, on les priorise et après, on développe notre roadmap. Et c'est comme ça qu'on fait l'évolution de notre produit basé sur différents groupes de fonctionnalités qu'on va mettre ensemble, qui est le fruit de feedback de tous nos clients. Et ils sont assez convergents. Okay. Donc, c'est assez intéressant de faire ces programmes au niveau international, récolter ces feedbacks et après les transformer en évolution produit. Il y a des fois des différences culturelles, comment approcher les choses, mais finalement, les besoins sont relativement les mêmes. Donc ça, c'est très intéressant. Et justement, on a ce transfert de compétences vers nos clients. Donc, on a cette approche communautaire qui est très, très forte chez Realtime. Et puis, le dernier pan, c'est vraiment le transfert de connaissances. Donc, une fois qu'on a déployé le système, on fait des formations spécifiques pour la prise en main complète
non seulement par les gestionnaires des communautés, qui vont eux gérer la partie qu'on a vue back-end, donc la console de gestion, mais aussi la prise en main par les utilisateurs. C'est-à-dire que notre succès, c'est l'adhérence des usagers, c'est l'adhérence de chaque employé, parce que si ce n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc du coup, après, on n'a pas d'extension de flotte. Après, on peut se dire, finalement, comment on se positionne là-dessus? C'était une de mes questions. Parce qu'on se dit, voilà, on anticipe. Donc, on a de nouveau trois grandes familles, d'accord, parce qu'on peut se dire, vous avez sûrement des concurrents. Oui, Donc, par exemple, on a une compagnie sœur en Suisse qui s'appelle Trima, qui est très connue, qui est aussi bien adoptée en Suisse. Eux, ils sont plutôt positionnés sur des offres clés en main, c'est-à-dire ils sont positionnés sur un service SaaS essentiellement, et puis on prend et on utilise comme c'est. Nous, notre grande différence, c'est la customisation et les intégrations. Parce qu'on vient justement de cet angle gouvernemental où chaque gouvernement a un petit peu sa sauce à mettre en place et ses grains de sel à mettre à l'intérieur de la sauce. C'est clair. Après, on peut se dire, voilà, vous avez des concurrents directs, mais vous avez des concurrents indirects. Parce qu'on dit, à la fin, je peux aussi utiliser WhatsApp ou Telegram. D'accord? Donc ça, c'est notre concurrent indirect. C'est les applications consommateurs. Vis-à-vis de ça, c'est très utile en termes de fonctionnalités usagées, mais ce n'est pas du tout en contrôle de l'organisation. Donc, il n'y a pas de contrôle de gestion, il n'y a pas de gestion des appareils, il n'y a pas de gestion des différentes policies, comment c'est implémenté. Et donc, du coup, quand les gens quittent l'organisation, ils partent avec les données. Ce qui est un gros problème au niveau, justement, légal et protection des données. Donc là, vous avez la gestion des usagers et, comme on a vu, les intégrations. Et après, il y a les grands acteurs du cloud qui peuvent être justement des Teams, des Webex, des Slack. Vis-à-vis d'eux, on se positionne surtout sur la protection, en fait, le chiffrement et la haute sécurité. En termes de fonctionnalité, on est clair qu'on ne va jamais concurrencer un Teams avec Microsoft qui a des milliers de développeurs qui travaillent dessus. Donc nous, c'est les aspects sécuritaires essentiellement. Toutes les conversations qu'on fait sur email ou sur Teams, elles sont en clair. D'accord? Donc il n'y a pas d'échange qui est chiffré. Donc c'est aussi une brèche sur laquelle les cyberattaqueurs ou les hackers vont justement s'infiltrer, usurper des identités, essayer de contaminer les employés à l'interne et prendre le contrôle de l'entreprise. C'est souvent cette brèche-là. En termes fonctionnels, c'est fantastique, et c'est relativement ouvert. D'accord? Donc nous, on a une approche un peu plus fermée, un peu plus sécuritaire, mais on a quand même des intégrations qui sont intéressantes. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'est vous offrir 5 offres Real-Time Pro, parce que c'est justement le mois d'octobre sur lequel on appelle ça le Cyber Month. Donc, c'est le mois où on éduque les différents acteurs en Europe par rapport à la sensibilité des protections cyber. Et donc, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et on vous offrira une année d'abonnement gratuit à une souscription Real-Time Pro, sans limite d'usager. Donc, on est royal sur ce coup-là. Un grand merci pour cette offre, ça fait chaud au cœur. Si jamais vous n'avez pas le temps de scanner ou autre, n'hésitez pas à contacter Alpacity, on fera le relais. Premier arrivé, premier servi. J'ai une petite question sur le coût finalement de la solution. On en parlait tout à l'heure, il y a d'autres acteurs. J'imagine aussi qu'il y a un composant sur mesure, mais si vous avez une échelle de prix ou déjà quelques informations, volontiers. Alors, on a une offre tarifaire super transparente et qui est basée sur des propositions de valeur. Donc, on a une offre qui est Real-Time Pro qui démarre à 5 $ ou 5 francs suisses, on est plus ou moins à l'équivalence maintenant, pour justement une offre clé en main, sans grandes intégrations en termes d'IT, donc n'importe quel gestionnaire de communauté peut prendre ça, il n'y a pas d'IT, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien à faire en fait. C'est une offre pure SaaS qui est basée sur notre infrastructure qui est basée en Suisse. Et donc du coup, vous avez la loi suisse qui s'applique sur la protection des données, vous n'avez pas de données qui partent à l'étranger. Donc ça, c'est la première offre. Qui est relativement simple d'utilisation. Après, on a une offre entreprise qui amène justement
plus d'intégration, notamment sur la protection des terminaux, l'intégration vers justement un communication manager qui va faire justement intégration avec les lignes fixes, qui va gérer aussi la partie, on va dire, intégration vers d'autres systèmes comme un ERP, comme un CRM. Voilà, il y a des intégrations beaucoup plus poussées. Et après, on a une offre gouvernement qui est vraiment une offre déployée sur site, intégrée avec justement plusieurs sites qui va amener cette redondance si le premier site tombe. On a une offre de disaster recovery. Justement, on retrouve toutes les données, même si les sites sont tombés. Et l'intégration vers des réseaux spécifiques, qui peuvent être, comme on l'expliquait, des réseaux privés, des réseaux complètement fermés et pas exposés à l'Internet. Donc voilà, on a 3 offres qui s'étalent de 5 à 16 par utilisateur. Et après, on a une offre dégressive, donc plus on a d'adhérents, d'usagers, plus le prix diminue. Pour les PME qui nous écoutent et autres individus de la société et de l'économie, aujourd'hui, je vais sur le site de Realtime ou une application sur iOS ou Android et je télécharge tout simplement la solution. Et si je veux aller un petit peu plus dans de la personnalisation, là, on prend contact avec vous. Voilà. Ok. Et je monte en gamme. Magnifique, c'est très clair. Justement, j'avais une première question concernant vos premiers clients, on pourrait dire, sont les gouvernements. Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans le monde de l'entreprise où les enjeux, il y en a certains sont identiques, mais d'autres différents. Comment vous êtes allé dans ce monde de la PME? Alors, PME, c'était pas notre cœur d'activité. Après, aujourd'hui, les cyberattaques, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées, qu'on soit un gouvernement ou une plus petite structure. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est justement avec cette approche Cyber for Good, c'est de vulgariser notre solution et la rendre portable en fait. Et aujourd'hui, avec un cloud, on n'a pas besoin d'avoir une équipe IT entière. On peut consommer le logiciel en mode SaaS d'une façon simple, prêt à l'emploi, clé en main et déjà configuré finalement. Par simple curiosité, quelles sont un petit peu vos observations entre les pratiques suisses sur justement ces systèmes de communication au sein des entreprises? Alors, bien sûr, la réponse peut être variée, mais est-ce qu'il y a des grandes tendances entre les différents pays sur l'utilisation du digital au sein des gouvernements ou de l'entreprise? Alors, il y a plein de différences. Ouais. Déjà, en Suisse, on pense qu'on est en sécurité par définition. D'accord ? Donc, on a cette approche, comme on dit en anglais, secure enough is enough. Donc, on prend cette approche de se protéger lorsqu'il y a déjà un dégât. D'accord ? Donc, on a moins cette approche sécuritaire en mode proactif. Donc, on souscrit notre assurance lorsque le dégât est déjà fait. Ce qui est pas le cas, par exemple, dans des pays au Moyen-Orient où ils ont une approche très sensible par rapport à ces aspects sécuritaires, non seulement à cause des tensions dans la région, mais c'est déjà un mindset. Le nord de l'Europe, ils sont aussi très avancés aussi, justement avec les pays baltes, où il y a une approche digitale très forte et une transition vers le numérique qui s'est faite en amont. Et on a la digitalisation des services gouvernementaux qui ont démarré justement avec des programmes d'EID, des programmes de e-voting. Donc ça a démarré très très fort. Et donc le gouvernement, lui, il a ce rôle de vecteur dans les différents pays. C'est-à-dire que si le gouvernement n'est pas proactif dans ces approches-là, les entreprises, elles vont être un petit peu à la traîne vis-à-vis de cette démarche-là. C'est pour ça qu'on a on va dire cette approche de gouvernement vers les entreprises, vers les citoyens. Donc on part du gouvernement qui, lui, va être l'évangéliste de ces pratiques pour justement agrandir le cercle et collaborer avec son écosystème entrepreneurial dans le pays. Et après, les citoyens. C'est vraiment une question de système, j'ai l'impression. Clairement. Dans ces questions-là. Après, en Suisse, on a cette approche de fragmentation cantonale qui alourdissent aussi la démarche. Il y a des choses qui sont faites maintenant au niveau de la Confédération, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps.
Et on le voit dans le rapport de l'ITU qui était publié il y a quelques semaines, où la Suisse est quand même au niveau 3, c'est-à-dire on n'est pas leader sur cette approche sécuritaire. Absolument. On a encore du travail à réaliser. Voilà. Sur cet aspect de sécurité, on pense aussi souvent que les GAFAM ont des équipes assez importantes et des systèmes avec des investissements gigantesques pour avoir des systèmes les plus sécurisés. Comment on fait la différence par rapport à ces énormes structures? Alors, ces structures, c'est clair qu'elles misent surtout sur la performance de leur système. Donc, c'est la disponibilité de ces systèmes qui est vraiment porteur de leurs efforts, parce qu'elles doivent être disponibles dans le monde entier. Elles doivent être performantes. On se retrouve post-Covid à utiliser tous ces outils de façon multiple et variée. Et donc, eux, ils se doivent d'avoir une très, très bonne performance. Ils ont effectivement aussi une approche sécuritaire vis-à-vis de leur infrastructure, mais une approche beaucoup plus sécuritaire au niveau des usagers va alourdir la performance de leurs outils. Donc c'est vraiment un trade-off à faire ou une balance à faire en français entre combien de sécurité je vais mettre sur chaque usager vis-à-vis de mon infrastructure. Qu'est-ce qui prime d'abord? Si je mets du chiffrement bout en bout pour tous mes usagers Microsoft Teams, ça va être beaucoup plus lourd à gérer. Et les performances vont être amoindries pour le coup. Donc c'est cette balance-là qu'on doit trouver entre finalement, est-ce que c'est fonctionnel, utilisable par tout le monde de façon très ouverte et simple? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'IT, vis-à-vis de l'usager. L'IT va avoir une approche un peu plus restrictive. L'usager, il veut que ça marche et que ça soit facile à utiliser. Donc, pour le coup, cette balance, elle doit être trouvée. Donc, nous, on a l'extrême qui est un petit peu l'approche sécuritaire. C'est pas destiné à tout le monde, mais voilà, on essaie de trouver cet équilibre entre usabilité et sécurité. Et justement, c'était un de mes points parce que je trouve ça remarquable d'essayer de trouver cette balance. J'imagine que c'est aussi compliqué. D'avoir fait ce choix de la personnalisation et la customisation, c'est aussi un défi, j'imagine, pour Realtime. Pourquoi? Enfin, ça me fait penser à iOS et Android, en fait. Et c'est vrai qu'on a souvent cette... Enfin, moi, j'ai un smartphone Apple, et puis on me dit souvent que Android, c'est mieux, on peut customiser. Mais j'ai jamais customisé mon téléphone. Enfin, je veux dire, j'ai pas rencontré le cas. Vraiment, ce choix, il a été... les gouvernements demandent aussi une personnalisation des systèmes. Enfin, qu'est-ce qui vous a vraiment amené à ce choix de l'équilibre qui n'est pas non plus facile à trouver? Voilà, c'est presque un défi que vous vous êtes mis au niveau de Realtime. Alors, comme dans le prêt-à-porter, on a aussi des choses qui peuvent être prêts à l'emploi. On a une offre prêt à l'emploi, mais notre spécialisation, c'est le sur-mesure. Effectivement, et nos clients nous apprécient beaucoup, et c'est ce qui nous démarque. Si on lit par rapport le dernier rapport de Forrester, on se démarque vraiment sur la partie Customer Focus, donc on est très sensible à, comme on l'a expliqué, sur les développements spécifiques à chaque client. Après, on essaie de les regrouper, parce que sinon, on va créer multiples constellations de petits champignons d'offres différentes, et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire converger tout le monde un petit peu vers le même cas d'usage. Après, comme on l'a vu, les paramètres sont relativement fins. Donc le fait de changer différents paramètres va rendre l'offre déjà spécifique à chaque client, parce que les configurations sont différentes. Donc on essaye de moduler la console de gestion par rapport aux changements spécifiques et pas faire des branches du produit qui après vont être difficiles à maintenir avec l'évolution et la maintenance. Parce que l'autre complexité, c'est de faire tourner ces logiciels dans un environnement qui évolue très vite. Dans Apple, comme vous l'avez mentionné, ou Android, eux, ils vont faire des mises à jour de leur environnement OS, donc leur operating system de leurs appareils, au moins 3 grandes mises à jour par année. Donc là, on doit s'adapter. Parce qu'il y a des logiciels qui, tout d'un coup, arrêtent de fonctionner parce qu'iOS a changé un paramètre.
et donc du coup, les notifications ne marchent plus ou ils ne se connectent plus correctement. Donc nous, notre challenge, c'est justement faire évoluer ces environnements qui sont en perpétuelle évolution, mais amener cette approche sécuritaire et cette customisation qui est demandée pour chaque client dans un environnement mobile qui lui évolue très vite. Et les cyber-attaques évoluent très vite aussi. Donc on doit évoluer tant en termes de sécurité, en termes fonctionnels et en termes d'environnement dans lequel on opère, c'est-à-dire les terminaux. Mais c'est pas aussi par rapport au juste le système en fait et l'intégration. C'est ça qu'on fait et que nos clients ils adorent aussi, qu'on fait la personnalisation de l'application. C'est pas juste l'application comme vous voyez par exemple real time avec les couleurs etc. Nous on apporte ça en petits cerises comme gâteau. Ça c'est les personnalisations d'applications en disant que nos clients ils peuvent avoir leur propre brand, leur propre icône, les couleurs qu'ils utilisent par exemple dans les communications internes. Et comme ça, quand aussi les employés ils s'installent l'application, ils sentent cette connexion en fait que ça c'est à eux. Et ça c'est un outil interne pour les communications sécurisées. Et c'est ça aussi qui je pense que comment real time is standing out aussi des autres solutions. Et justement, j'en viens vers un point. J'ai appris récemment cette expression, le shadow IT, voilà, qui est en augmentation. Les entreprises essayent toujours de faire au mieux. Enfin, vous le savez, ils intègrent des systèmes. Comment on sensibilise l'ensemble des collaborateurs pour ne pas glisser vers cette facilité du multi-usage d'autres applications qui ne sont pas intégrées dans la gouvernance d'une entreprise. Alors, le shadow IT, juste pour vulgariser le terme, donc c'est l'utilisation d'outils non autorisés par les équipes IT. Exactement. C'est dans l'ombre de l'IT. Donc ça, on ne peut pas le restreindre. Donc c'est une tendance, comme vous l'avez dit, qui est grandissante. Donc nous, par nos formations, on sensibilise beaucoup en fait les usagers à pourquoi utiliser ces outils plutôt qu'un autre. Donc on amène les avantages, mais on amène aussi les inconvénients de l'utilisation de ces outils qui sont hors contrôle. Donc on essaie de vulgariser l'utilisation de notre outil pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on construit la roadmap. On se dit, ben voilà, pourquoi il continue à utiliser WhatsApp ou pourquoi il continue à utiliser tel ou tel outil? Ah bah parce qu'il manque cette fonctionnalité-là qui est très pratique dans cet outil. Donc c'est comme ça qu'on va embarquer et développer ces développements dans notre roadmap pour les intégrer parce qu'il y a une fonctionnalité qui est nécessaire. Et pas parce que je trouve ça sympa, mais juste parce que voilà, mes employés l'utilisent, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois y répondre. Sinon, ils vont continuer à utiliser d'autres outils. Et finalement, il n'y a pas aussi une sensibilisation auprès des utilisateurs qu'on est des utilisateurs actifs des outils digitaux, où on a plutôt l'impression souvent d'être non actif. On reçoit WhatsApp, voilà, on l'utilise, on trouve que c'est chouette, puis on est content quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous plaît ou pas, mais peut-être ce message qu'on peut participer aussi au développement des outils numériques, c'est ça que je voulais exprimer. Cette approche communautaire, elle est très forte chez nous. Le cercle que vous expliquez en début de... J'avais aussi une question concernant les données supprimées. Si j'ai bien compris dans la présentation, donc il y a 30 jours de conservation de l'ensemble des documents ou des données, et ensuite elles sont supprimées. Quand on est une entreprise et qu'on veut retrouver de la donnée qui aurait été malheureusement supprimée, on a validé que c'était OK de la supprimer. Est-ce que c'est des choses qui reviennent souvent ou finalement on pense qu'un jour ce sera une catastrophe de ne plus avoir ces données ou finalement on fait sans? Alors c'est une bonne question. Alors la donnée par défaut de 30 jours, c'est un paramètre qu'on peut modifier. Okay. C'est pas par défaut. Nous, c'est notre approche de dire, ben voilà, éliminons les choses inutiles, arrêtons de stocker des données pour justement simplement le stockage. Au cas où. Au cas où. Donc ça, c'est notre approche un peu durable sur la question du stockage. Après, pour le niveau entreprise, donc l'offre entreprise, on a justement une fonctionnalité qui va garder ces données pour des raisons d'audit. D'accord ? Donc ça, c'est une option
qui est pas dans l'offre par défaut. Donc c'est pour ça qu'on a cette entreprise qui va dire, ben voilà, pour des raisons d'audit, je vais stocker ces données et je vais déterminer comment je la stocke. D'accord? Donc il y a si on prend par exemple le cas d'une banque, eux, par rapport à la FINMA, ils ont certains paramètres et certaines données qui doivent être stockées d'une façon ou d'une autre. Donc finalement, l'application va envoyer les conversations ou les documents qui doivent être stockés, et c'est cette base de données qui va, elle, gérer le stockage. Donc nous, on fait que acheminer finalement ce qui doit être stocké. Toujours sur cet aspect je reviens un tout petit peu sur la sécurité. Donc vous aviez ces 3 piliers du cloud souverain. D'ailleurs, je veux bien quelques mots là-dessus peut-être après. Il y avait aussi cette possibilité de s'intégrer dans les serveurs de l'entreprise. Oui. Ça, en termes de sécurité, du coup, on est un peu moins dans la gestion du système, vu qu'il est en dehors de real-time. Dans cette configuration, est-ce que vous dites aux clients, bah voilà, c'est vos serveurs, on intègre la solution, mais c'est vous qui gérez les aspects de sécurité, ou est-ce que vous avez quand même une option ou une proposition de sécurité? Oui, alors il y a une proposition qui est l'analyse de l'environnement dans lequel on va déployer. Donc on fait un état des lieux sécuritaire, tant en termes d'infrastructure qu'en termes de réseau, qu'en termes de firewall. Donc on va faire un état des lieux et ensuite on va déployer. Si l'environnement le périmètre, comme on dit, est sécurisé, donc du coup, on est en confiance pour déployer le software et l'opérer. Donc ça, c'est une option qu'on propose dans nos déploiements sur site. Okay. Après, pour les aspects déployés sur les clouds privés, donc ça, c'est le prestataire qui fait ça. C'est lui qui fournit la sécurité de l'infrastructure. D'accord, donc le périmètre, normalement, doit être garanti par le prestataire. Et nous, on déploie ça dans des machines virtuelles ou dans des serveurs existants. Donc, et puis après, par rapport à la solution cloud, qui est notre infra à nous, donc du coup, là, c'est nos équipes qui font le monitoring des serveurs et qui veillent à la sécurité. Alors pour les entreprises qui voudraient justement avoir cet aspect de sécurisation et aussi de territoire, d'avoir les données localement, ou en tout cas à l'intérieur de la Suisse, comment vous fonctionnez? Vous avez vos propres clouds, vous travaillez avec des prestataires qui ont des clouds basés en Suisse? Oui, alors on a un prestataire basé à Zurich qui a une infrastructure serveur, et nous, on a déployé notre solution sur ces serveurs-là. Donc, qui va lui garantir finalement la redondance du système. Et nous, on gère les périmètres de sécurité de notre software qui est déployé dans le data center. Ensuite, on se fait évaluer par justement PwC sur la sécurité de notre software. Donc le software est évalué de façon régulière pour voir s'il est pénétrable. Donc là, on a des bons ratings. Donc ça est chaud à chaque fois. Voilà. Après, le zéro possible n'est pas possible. Donc on a toujours des petites choses à corriger. Ça fait partie du jeu. Et après, dans cette approche communautaire, vous pouvez imaginer que les gouvernements font aussi leurs propres tests de pénétration qu'ils partagent avec nous pour justement faire monter en gamme la sécurité du software. Ah, c'est génial. Donc on a cette approche-là aussi de partage des tests de pénétration entre nous. Ok. Vous êtes combien de collaborateurs au sein de Real-Time? On est 35 maintenant. On travaille sous forme de hub. Donc on a notre, on va dire, siège à Genève. Mais on a des hubs dans les différents territoires. Donc on a un hub au Moyen-Orient pour toute la partie Moyen-Orient. On a un hub dans le nord de l'Europe. Et puis prochainement, je pense qu'on va ouvrir un hub en Afrique parce qu'on a beaucoup de développement qui se passe là-bas. Ah, génial. Ça me fait penser, je vous souhaite le même succès de Telegram, qui sont 30 pour faire tourner leur messagerie dans le monde. Vous êtes un peu dans la même configuration. Oui, exactement. J'avais aussi une autre question sur l'interconnexion des systèmes.
dans cette personnalisation, j'imagine que ça, ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés assez souvent. Pareil, est-ce que vous choisissez de développer l'interconnexion en fonction du nombre de demandes ou est-ce que vous dites oui à tout et on y va? Alors, il y a différentes interconnexions possibles. Il y a l'interconnexion vers des systèmes tiers qui vont recevoir l'information et la passer plus loin, où il y a l'interconnexion dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on va aussi recevoir de l'information qu'on va remonter à l'intérieur de l'application, donc des notifications ou des points d'action à faire, comme on peut avoir sur un Slack, par exemple. Sauf que là, on est dans un environnement sécurisé. Donc, quand on sort de l'information de l'application vers un système tiers, c'est relativement simple comme flux, parce qu'on fait remonter, il n'y a pas d'information qui remonte. Par contre, quand ça va dans les deux sens, ça demande pas mal d'intégration, comme j'expliquais tout à l'heure quand on a fait l'intégration avec l'identité digitale. Vous pouvez imaginer la sécurité qu'il y a dans un système d'identité digitale dans un gouvernement et dans notre application. Donc, il a fallu beaucoup de travail pour interconnecter les deux. Après, il y a interconnexion des systèmes de communication. Donc, on a développé l'intégration vers un com manager pour les lignes fixes, par exemple. On peut intégrer aujourd'hui sur Realtime les lignes fixes. Donc, lorsque je reçois un appel sur ma ligne fixe et que je ne suis pas au bureau, mon application sonne aussi, ou mon desktop sonne aussi si je suis dans une salle de conférence. Donc ça, c'est la première intégration qu'on fait en termes de protocole de communication. Et après, il y a des protocoles d'échange de messagerie qui rentrent maintenant dans des standardisations aussi. Sans rentrer dans des termes trop techniques, c'est une standardisation comme on a pu l'avoir pour l'email par le passé. Donc, il y a des standards maintenant qui sont déterminés pour que les messageries puissent, dans le futur, éventuellement s'interconnecter ou pas. D'accord, si je le décide. Si je décide d'intégrer mon application avec un WhatsApp, par exemple, si je veux interagir avec mes clients, sans qu'ils aient installé une application différente que ce qu'ils utilisent déjà. Ça, donc, WhatsApp le permet Aujourd'hui, pas, mais la standardisation arrive pour le permettre. D'accord, donc il y a du travail à faire en termes de configuration pour le permettre aujourd'hui. Pour le futur, ça sera simplement une configuration, c'est-à-dire je décide ou pas de l'intégrer. Comme aujourd'hui, je peux intégrer un mail tiers, même si j'utilise un Outlook email ou un Gmail. Voilà, c'est des protocoles qui sont standardisés pour permettre l'interconnexion. Après, je décide ou pas de l'ouvrir. Ah, c'est une information intéressante. Je ne savais pas qu'on était déjà dans des discussions comme ça d'ouverture et de standardisation. Oui, il y a la standardisation qui arrive, qui est forcée un petit peu par le post-quantique en fait. Aujourd'hui, on a du chiffrement qui est en place, donc bout en bout. Après, il faut se préparer à l'avenir justement pour être post-quantum ready, comme on dit. C'est-à-dire si des attaques sont générées à travers des ordinateurs surpuissants, que mon chiffrement soit résistant à ça. Donc cette approche post-quantique amène aussi certaines standardisations parce que justement le chiffrement doit être appliqué sur des standards aussi. Donc il y a un travail de fond sur lequel on travaille aujourd'hui. Ah bah on arrive à la fin, c'était une de mes questions justement du futur et ce à quoi vous réfléchissez et vous travaillez pour la solution. Donc effectivement le quantique en fait partie. Le quantique en fait partie, les intégrations vers justement des messageries tierces, ça c'est dans l'air du temps. Justement, vous pouvez imaginer des gouvernements qui utilisent ça à l'interne, mais leurs citoyens utilisent WhatsApp. Donc, ils ne peuvent pas obliger tout le monde à installer une application spécifique pour interagir avec eux. On a ce même problème au niveau bancaire. Aujourd'hui, les gens vous forcent à utiliser quoi? Chaque banque vous force à utiliser leur e-banking, mais vous n'avez pas de notification lorsque vous avez un nouveau document ou un nouveau message de votre banquier. Donc c'est un problème. Donc du coup, qu'est-ce que les usagers font? Ils continuent à recevoir des informations sur WhatsApp qui violent justement la loi sur la protection des données et la configuration qui est demandée par la FINMA, où normalement on ne devrait pas échanger ces données-là. Donc du coup, il va falloir interfacer des outils vulgarisés que tout le monde utilise vers des outils
qui sont en interne capables de gérer la sécurité, mais aussi la traçabilité pour des raisons d'audit, pour répondre justement aux régulations de chaque domaine, comme peuvent être la banque. On a aussi des régulations qui arrivent pour le healthcare, donc la partie santé. On a le dossier digital patient maintenant qui doit être géré. Donc, qu'est-ce qu'on peut diffuser, qu'est-ce qu'on peut partager, etc. Ça, c'est toutes des règles maintenant avec la transformation digitale qui sont au cœur des discussions. Il faut aller vers la facilité parce qu'on va tous vers la facilité. Sinon, voilà. on prend d'autres chemins. Merci infiniment. Merci à vous. C'était vraiment très instructif et bravo pour ce que vous proposez comme alternative à d'autres solutions plus connues. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou un intérêt, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Real Time. On vous donnera les coordonnées. On peut aussi vous trouver sur le web. Hein. Facilement. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de gagner 5 accès, 5 comptes gratuits pour une année, si je ne me trompe pas. Ouais, profitez-en, faites aussi vos retours. Hein. Vous ferez partie de la communauté d'une certaine manière. Et je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous bien le mois prochain pour une prochaine Tech Démo. Merci. 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 Merci bien.